Bon après-midi à toutes et à tous. Je m'appelle Brenda Gunn. Je suis la directrice académique et de recherche à la Commission nationale pour la vérité et la réconciliation. Je suis tellement heureuse aujourd'hui de vous accueillir pour notre Lunch and Learn, donc notre déjeuner causerie, qui se focalisera aujourd'hui sur les préjugés inconscients et la lutte contre les stéréotypes. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir le Dr Carrie Miller et Jesse Wente. Je vais demander à nos invités de se présenter dans un instant, mais tout d'abord, j'aimerais euh, partager l'idée derrière ces séances de Lunch and Learn. Voilà, c'est de déjà partager les idées et l'histoire donc des peuples autochtones, l'histoire des pensionnats, des préjugés peut-être inconscients sur les peuples autochtones, les impacts intergénérationnels et ensuite voilà agir pour la réconciliation. Si vous ne le savez pas déjà, le Centre national pour la vérité et la réconciliation est basé à Winnipeg, accueilli donc par l'Université de Manitoba. Et nous poursuivons le travail qui a été entamé par la Commission sur la vérité et la réconciliation. Nous accueillons également des archives de 5 millions de records, donc des euh, récits des survivants qui ont été rédigés donc par la Commission sur la vérité et la réconciliation. Et nous poursuivons donc ces acquisitions et nous menons des recherches pour comprendre et mieux comprendre l'histoire et l'héritage donc des pensionnats scolaires. Donc nous allons utiliser la fonction question-réponse qui est en bas de votre écran. Puisque nous sommes dans un webinaire Zoom, ce n'est pas une réunion Zoom standard, donc vous n'allez pas pouvoir vous voir en fait, ni de discuter entre vous, mais vous pourrez poser des questions à nos invités en utilisant la fonction question-réponse en bas de l'écran. Aujourd'hui, nous avons une interprète pour la langue française et également en bas de l'écran, vous avez un bouton interprétation. Aujourd'hui également, euh, nous avons une interprète en langue des signes. Normalement, vous la voyez en haut de l'écran. Aujourd'hui, la ligne de crise, donc National Indian Residential School, offre un soutien 24 sur 24 aux anciens élèves des pensionnats et à leurs familles. Et la ligne d'assistance Hope for Wellness est également disponible 24 sur 24 et nous allons vous mettre ces informations dans le chat. Donc là, j'aimerais maintenant me tourner vers nos invités, donc le Dr Carrie Miller et ensuite Monsieur Jesse Wente. Bonjour. Donc moi, je suis survivante de 60 Scoop. Ma famille est de Sainte-Croix dans le Wisconsin et Leech Lake également dans le Minnesota. Et j'ai le privilège aujourd'hui de vivre sur le territoire Treaty One et je travaille à l'Université de Manitoba en tant que vice-présidente associée pour la recherche et les études autochtones. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Jesse Wente. Je suis Anishinaabe de Toronto. Ma famille est originaire de Chicago. Shanbeck, sur la côte nord du lac Huron. Le gouvernement l'appelle le Serpent River, donc Première Nation. Je suis du clan de l'ours, Ojibwe, et je suis professionnellement, voilà, je suis président du Conseil canadien pour les arts. Je suis écrivain, conférencier, et je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je sais que nous allons poursuivre une discussion très intéressante. Donc, comment aborder la question donc des stéréotypes et les préjugés inconscients. Pourrait-on commencer par l'idée de la relation entre les stéréotypes et le colonialisme? Voilà, on y va direct. Ça vous va? Kerry,
vous allez commencer et puis Jessie, vous pourrez reprendre la parole. Oui, 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 j'ai réfléchi beaucoup en fait. Et si on reconnaît le fait que l'histoire qui a été enseignée à l'école vraiment ne raconte jamais toute l'histoire. Voilà. Et cette histoire a toujours présenté les autochtones d'une certaine façon. Voilà. Et ça, cela a aidé en quelque sorte le projet colonial. Le racisme peut exister sans le colonialisme, mais vice-versa, non, ça ne marche pas. On ne peut pas avoir du colonialisme sans racisme. Le colonialisme est essentiellement une idéologie et cela explique pourquoi une communauté a le droit à davantage de ressources qu'une autre communauté qui les utilisait déjà. Enfin, quels sont les mythes euh, inhérentes donc, qui existent non seulement dans nos textes scolaires, mais dans la littérature? Voilà, c'est le mythe euh, de la nature. Les autochtones vivaient sur tout le continent nord-américain et en très grand nombre. Il n'existe aucun parc national en Amérique du Nord qui a été créé sans euh, déplacer des peuples autochtones. Donc l'idée de cette nature pure, voilà, cette idée est originaire, voilà, de ces systèmes de parcs nationaux, aussi de la littérature, comme des écrivains comme Thoreau, par exemple. Il existe le mythe que les autochtones ne participaient pas aux activités agricoles, et je trouve ce mythe très présent, plus présent au Canada qu'aux États-Unis. Nous avions une société agricole, voilà, des cultures euh, en rotation, voilà, de la polyculture, où on avait plusieurs cultures plantées dans le même champ, le maïs et les haricots qui étaient plantés ensemble pour permettre un échange d'azote. Et on plantait également donc, des courges pour maintenir le terreau voilà, humide avec leurs grandes feuilles. Enfin, il y avait une abondance donc de myrtilles, il y avait des espaces où les daims donc pouvaient venir se nourrir. Et les descriptions de ces terres parlaient des forêts euh, anciennes, des terrains très vastes. Donc, on avait des buffles qui étaient les forêts étaient gérées de façon à ce que ces animaux pouvaient y pénétrer. Donc, on avait donc voilà, des chasseurs voilà, qui se déplaçaient de façon aléatoire, la nature sauvage, très peu des gens très peu peuplés. Voilà, ce sont des idées qui ont contribué à l'idée que les pensionnats étaient, voilà, étaient OK. Donc voilà, j'utilise le terme des stéréotypes. Jazzy, vous alliez rebondir sur ce qu'a dit Kerry. Moi, j'ajouterais seulement, voilà, comment ces mythes deviennent, voilà, évoluent vers les préjugés inconscients. Ces mythes sont créés et ont été créés avant l'arrivée donc des pèlerins, voilà, comme on les appelle, les premiers colons, quoi. Donc même avant l'expérience du colonialisme, euh, il y a des récits voilà, qui existent, les histoires qui sont racontées. Et avec l'arrivée voilà, une certaine maturité, des constitutions même,
on intègre ces mythes dans les politiques et les institutions. Quand le Canada a été formé en 1867, par exemple, quand les Premières Nations euh, ont pu voter en 1960, voilà, cela représente moins de 100 ans. La démocratie canadienne existait, mais nous avions subi de terribles choses. Le Conseil canadien des arts, le résultat donc de la commission Massey, qui est un projet terriblement colonial. En fait, le National Film Board, le CBC, toutes ces infrastructures ont été créées et ces institutions ont propagé ces mythes. Et inconsciemment, c'est une approche coloniale. Et aujourd'hui, en 2023, cela fait des générations que l'on raconte ces histoires. Ce ne sont pas simplement des histoires qui sont fausses, ce sont des histoires qui racontent une absence, voilà, ou qui présentent des lacunes importantes, voilà. Je comprends que nos terres sont magnifiques, voilà, il ne faut pas me le dire deux fois, voilà. Euh, L'idée est que nous n'y sommes pas sur ces terres. Donc c'est l'idée de l'absence d'être humain sur ces terres, voilà, sur laquelle il faut se concentrer. Puisque les États-Unis, par exemple, est tellement capitaliste qu'il existe Hollywood et ces infrastructures-là qui défendent tout naturellement le colonialisme, comme le western, les films western. C'est le seul genre cinématographique inventé aux États-Unis qui embrasse ce mythe, le mythe de la création de l'Amérique. Au Canada, nous n'avons pas un marché si étendu. Pourtant, voilà, nous produisons ces mythes. Donc, quand ce Conseil canadien pour les arts a été fondé en 1957, les Autochtones étaient inéligibles. Voilà, ils ne pouvaient pas être membres. Ils ne pouvaient pas recevoir de subventions, car l'art des peuples autochtones n'était pas considéré de l'art. Donc, la seule façon pour les Autochtones de recevoir ces subventions, c'était de être un performeur, donc un protagoniste dans une forme d'art européenne. Voilà. Et c'est cela, donc, le colonialisme. Ça l'appuie dans la même boîte à outils des pensionnats. C'est peut-être moins violent, mais dans les pensionnats, voilà, c'est la même idée, avec les mêmes objectifs, c'est-à-dire de nous empêcher d'être nous-mêmes. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons réalisé des progrès quand même. Donc, un individu autochtone est maintenant le président du Conseil canadien des arts pour les arts. Mais voilà, nous avons notre propre financement et cela est le fruit d'années et d'années donc de plaidoyer de la part de nos communautés. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas intelligent ou quoi que ce soit, voilà, vous êtes exclu. Ça ne veut pas dire que les politiques d'aujourd'hui ont décidé de ces politiques d'antan, mais les personnes ont décidé à un certain moment. Et on a décidé de poursuivre dans cette lignée, avec cet héritage, jusqu'à il y a très très peu de temps. Je suis d'accord à 100%. Donc, vous êtes de Chicago et vous connaissez certainement l'histoire donc du World Fair de Chicago. Fin 19e siècle, donc on pouvait aller voir des peuples du monde le long d'une avenue, donc jusqu'à la Ville Blanche, où le musée, le Film Museum, existe aujourd'hui. Car voilà, il voulait montrer donc ce progrès au niveau du développement. Donc ces hiérarchies de différents types de civilisations, voilà, c'est une des raisons
pour laquelle on- on- on imagine les autochtones en tant que chasseurs, cueilleurs, au lieu d'être un peuple agraire. Cela nous met à un certain niveau dans leur tête. Et cela sous-tend toute cette mythologie. Voilà que tout est lié à la culture européenne. Vous avez soulevé cette question, en fait. Et quand vous parlez des arts, nous sommes issus de différentes disciplines académiques, mais voilà, si on regarde les cartes anciennes, qui ne montrent que voilà, des territoires européens en Amérique du Nord, bien avant l'ère des traités. Il y avait des périodes pendant lesquelles les autochtones étaient tellement puissants, voilà, qu'on leur a demandé d'appuyer les conflits européens. Donc voilà, je continue dans cette lignée, mais pardon, excuse-moi, je te laisse la parole. Voilà, il n'y a pas de plus grand mythe que la suprématie blanche, n'est-ce pas? C'est le genre de mythe qui sous-tend euh, tellement de choses. Et cela modèle la façon dont on comprend l'histoire. Je trouve intéressant que voilà, l'histoire voilà, va raconter qu'un certain nombre d'éléments de l'histoire humaine. Et bien sûr, tout ceci est entièrement basé sur les peuples européens. On ne parlait pas d'autre chose, donc qui pouvait éventuellement se passer dans le monde. Donc la tragédie réside dans le fait que voilà, une bonne partie de cette histoire a été perdue. Et puisqu'en tant qu'espèce humaine, aujourd'hui nous sommes confrontés à tellement de défis qui nous manquent ces connaissances, ce savoir euh, qui pourrait nous aider à vivre sur ces terres. Voilà, il faut toujours garder ça à l'esprit. Quand on dit, par exemple, je suis sur les terres qu'ont occupées mon peuple pendant 13 000 ans, cela devrait en dire loin. Enfin, on ne connaît pas grand-chose sur ces terres. Je parle de 13 000 ans. Et si nous sommes vraiment à la recherche de la vérité, du savoir, on devrait aborder ces questions des lacunes immenses qui existent. Je pense que ça fait mal en fait de constater voilà, qu'il existe ces lacunes immenses dans notre savoir et j'aimerais pouvoir réussir à combler ces lacunes pour donner, présenter une vraie histoire. Avant de prendre des décisions qui toucheront toute l'humanité, ce serait pas mal de pouvoir considérer toute l'histoire humaine et toutes les différentes opinions. Je pense que voilà, la réconciliation n'est pas une fin en soi, c'est vraiment un parcours à suivre. C'est le fait de nous relier, car nous avons été bloqués pendant si longtemps dans une, comment le dire, dans une fenêtre, donc d'un espace de compréhension très réduit. Pour certains d'entre nous, c'est plus facile d'avoir ces perspectives plus larges, mais pour d'autres, non. C'est tout comme les connaissances, la compréhension des pensionnats. Voilà. Moi j'ai appris l'existence de ces pensionnats, mais beaucoup de Canadiens, non.
Quand j'ai pensé à mes, quand je pense à mes pères, voilà, eux, ils n'ont pas reçu ces informations, mais moi, si. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de Canadiens ressentent ce manque de connaissances, voilà, et comprennent ces lacunes. Aujourd'hui, on parle donc de la réconciliation. Et voilà, c'est une très longue réponse, mais non, 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 c'est une discussion. Vous n'avez pas besoin de moi pour, pour euh, poursuivre votre discussion. Mais je pense que vraiment, nous avons commencé par le plus difficile peut-être, vu notre public. Je me demande si on ne devrait pas commencer par le début, en fait, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, n'est-ce pas? Si vous deux, si chacun pouvait décrire un stéréotype qui existe, Kerry, vous avez commencé à en parler, mais voilà, nous avons vraiment établi et présenté un contexte très large, mais est-ce qu'on pourrait rentrer plus dans le concret? Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Voilà, j'aimerais vous présenter quelque chose qui est en lien avec la discussion de Jessie sur les musées. S'agissant du cas dont je vais vous parler, voilà, c'est l'élimination, enfin, c'est l'effacement des histoires et des assumptions euh, sur les narratifs. Quand je vais dans je fréquente un musée, il y a toujours une galerie qui parle donc de l'origine de la ville. Et cela commence par, voilà, cette ville a été fondée par soit un Européen, soit un Africain. D'abord, soit c'est un commerçant de fourrure. Les Autochtones avaient des réseaux commerciaux immenses, voilà, qui traversaient, voilà, nos cours d'eau, nos lacs. Et donc, il existait des centres commerciaux avec des populations autochtones très, très, très grandes. Sous Sainte-Marie, par exemple, la population toute l'année à Sault Ste. Marie présentait 800 à 1000 personnes. Et l'eau, voilà, euh, ruisselait tellement rapidement que voilà, l'eau ne gelait pas et on pouvait faire de la pêche toute l'année. Mais quand on nous parle donc des négociants de fourrure, Chicago, Minneapolis, Milwaukee, Montréal, Ottawa, etc., voilà, c'est un bon modèle commercial, voilà, pour un entrepreneur, donc de, 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 de s'établir dans un endroit inconnu. On analyse. No, you Voilà, go. on ouvre un commerce. Non, c'est une idée terrible. Non, on se rend dans un centre où il existe déjà, qui est déjà peuplé pour ouvrir votre commerce. Donc, une très grande concentration d'autochtones euh, existait dans ces endroits. Donc, avec ces histoires, on efface déjà euh, les preuves archéologiques, donc des colonies, des villages, parce que l'histoire de ces villes existait donc pendant les périodes où préserver cet héritage, voilà, n'avait pas trop de valeur. Donc nous, qu'est-ce que nous faisons? Voilà, nous adoptons des hypothèses, des suppositions, et sans le savoir, voilà, nous les diffusons, nous les partageons, et ça, voilà, ça, c'est ce qu'on appelle les préjugés inconscients. Et comme Jessie a dit,
cela fait partie d'une décision et une décision est prise à un moment ou un autre. Mais comment interrompre la transmission de ces mythes et de ces préjugés inconscients? Je pense que pour tous et chacun dans le public, voilà, il faut y réfléchir. Donc, tout d'abord, donc nous ne sommes pas imposables. Pourquoi on parle de cela? Je vais vous donner le nom de mon comptable et il va vous dire que c'est faux. Oui, nous sommes imposables, nous payons énormément d'impôts. Certains d'entre nous ne payent pas d'impôts suite à un droit de traité. Oui, nous sommes imposables. C'est un mythe et le Canada ne nous octroie pas pas de financement, pas de fonds. La communauté qui est voilà, la plus appuyée de point de vue qui a appuyé davantage le Canada, c'est nous. Voilà. Nous avons, euh, nous avons partagé davantage de ressources avec le Canada que quiconque d'autre. Donc, il faut jamais construire donc sur des terres d'autochtones, des cimetières, voilà, des lieux de sépulture autochtones. Et vous avez vu des films d'horreur. Donc, voilà, ça, c'est pas un mythe, ça, c'est une vérité. Donc, il ne faut jamais construire sur un lieu de sépulture, un site funéraire autochtone. Voilà. J'espère que cela permet à notre public de comprendre que les mythes et les stéréotypes sont créés et perpétués au Canada, tout d'abord pour effacer les autochtones, donc du paysage, et puis pour ensuite inventer des histoires de qui nous sommes pour justifier voilà ce qu'a fait le gouvernement et de nous enlever de nos terres. Voilà. Voilà, ah, vous êtes toujours là? Ah oui, bah écoutez, vous drainez nos ressources, vous ne devriez pas être là. Donc, on ne va pas vous reconnaître. Donc, on perpétue vraiment euh, ces préjugés et ces mythes. But I want us to also very quickly start thinking about J'aimerais, voilà, le temps qui nous est imparti est limité, donc j'aimerais changer de cap. Donc, comment faire? Comment avancer? C'est le monde que nous connaissons aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on fait pour tout changer? Peut-être il est plus commode de rester dans le monde qu'on connaît. C'est le monde que nous connaissons et vraiment comment avancer? C'est ça la question. C'est pour cette raison que la vérité fait partie de la réconciliation. Il faut apprendre ce que nous ne connaissons pas. Quand je fais des formations avec des universitaires, à l'issue de ces formations, ils me disent bah, je ne savais pas combien, je ne savais pas. Je ne comprenais pas. Et c'est là le problème, n'est-ce pas? Donc il faut s'engager à vouloir apprendre la vérité. Je vais vous en donner des exemples. Nous avons parlé déjà de la société agricole des Autochtones. Ensuite, on a établi des programmes gouvernementaux qui disaient, bah, écoutez, chers Autochtones, vous allez devenir des agriculteurs, c'est-à-dire selon le modèle européen. Nous avons des Peguis ici à Manitoba, qui était près de Selkirk, qui a connu une grande réussite avec cette forme d'agriculture. Et les immigrés se sont plaints, ils disaient on ne peut pas faire aussi bien, voilà, on ne peut pas être en concurrence avec ces agriculteurs autochtones. Ce n'est pas juste. Enfin, sur des terres où il était difficile déjà de mener ces activités, nous avons passé des lois.
Les autochtones ne pouvaient vendre leurs produits voilà, contre eux. Donc ils ne pouvaient même pas participer à l'économie euh, dans le sens plus large et réussir. Donc une fois qu'ils connaissent la réussite, voilà, on ferme la porte sur cette activité. Et aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle une idéologie en déficit. C'est le cas de blâmer une communauté pour tous les problèmes de la société au lieu d'essayer de rechercher les causes derrière ces problèmes et de les voir en tant que résultat de mauvaises politiques et de pratiques et de mythes. Il faut comprendre voilà, qu'il y a toute une ligne qui passe des mythes jusqu'aux stéréotypes qui existent aujourd'hui. Economic concerns because of very particular policy and La faim et des problèmes économiques existent pour de bonnes raisons. Et sur ce, je vais passer la parole à Jessie. Moi, je dirais oui et oui et oui à tout ce que vous venez de dire. Je pense que raconter des histoires est tellement important. Voilà, ça fait partie de ce que nous faisons et nous en avons longuement parlé. Donc la vérité, c'est de s'engager avec des artistes autochtones, des raconteurs de tout type, des médias, et d'essayer d'aller vers une compréhension de ces arts. Je pense que la partie vérité, dans vérité et conciliation, voilà, prendra des années, sinon une génération. Car il y a deux composants de la vérité. Donc il y a voilà, raconter la vérité et accepter la vérité. Je pense que nous n'avons même pas fini donc de raconter. Donc accepter, il va falloir attendre des années, je pense. Donc les Canadiens, est-ce qu'ils cela peut se rapprocher à une idée de deuil finalement. Donc, est-ce que les Canadiens sont tristes d'apprendre ça va, vous pouvez vous sentir triste d'apprendre ces choses. En tant qu'enfant, quand j'étais enfant, je peux vous dire que j'étais triste de les vivre, de les comprendre. Je pense qu'il est important aujourd'hui, et les autochtones, il est important pour les autochtones d'assumer des postes de leadership. Il est très difficile dans les systèmes coloniaux. Il est extrêmement difficile, mais nous avons besoin de notre communauté à l'extérieur qui avance, qui met de la pression sur les institutions et que l'on fasse la même chose depuis l'intérieur. Nous pouvons mieux comprendre comment les choses fonctionnent. Nous pouvons façonner ces systèmes vers une forme meilleure. Donc il faut qu'il existe une confiance quand on suggère des changements radicaux. Et j'ai l'habitude de le faire, mais voilà, le but c'est que ce soit accepté. C'est cette partie de notre parcours que ça fait partie. Voilà, les choses vont devoir changer. Ce sera peut-être maladroit, inconfortable, mais finalement, nous arriverons dans un espace beaucoup plus confortable, on va dire. Certains sont très mal à l'aise et d'autres plus à l'aise avec cette vérité. Nous avons mis 150 ans pour arriver à ce point où là où nous en sommes aujourd'hui, ce serait ridicule de croire que voilà, cela ne prendra
150 ans de plus. Voilà, soit il faut avancer de façon plus agressive. Non, agressive, je n'aime pas ce mot, mais de façon plus enthousiaste ou je ne sais pas. Donc nous, en tant qu'espèce, nos histoires du passé, il faut surmonter toutes ces difficultés, mais je pense qu'on doit comprendre comment rétablir notre lien avec les terres également. Et ça nous amènera à la réconciliation. Cela nous permettra d'établir des systèmes de relations justes et pas des systèmes de relations de dominance. Oui, tout à fait. Je pense que voilà, on passe vraiment par une phase de deuil. Une phase de deuil, la façon dont on enseigne l'histoire du CP au terminal, voilà, on enseigne l'histoire d'identité en tant que citoyen canadien. Et quand on apprend la vérité, voilà, nous, nous vivons un deuil pour cette identité. Voilà, et ce n'est pas l'intention finalement de vous laisser avec des sentiments de désespoir ou de colère. Voilà, nous reconnaissons que c'est un processus très peu confortable, mais traverser et poursuivre ce processus vers l'acceptance, voilà, cela signifie s'engager vraiment dans un vrai changement. Donc moi, je travaille avec Catherine Cook, donc vice-président, donc et Catherine Cook qui est autochtone. Voilà, j'essaie de amener des personnes autochtones sur le campus, dans nos bureaux. Donc, et nous avons un certain nombre d'autochtones, des voix autochtones sur le campus. Nous avons 5 places sur le Sénat, donc notre faculté. Et voilà, il faut se rappeler, il ne faut pas oublier de ramener avec soi d'autres personnes et que toutes les personnes puissent avoir une voix. Et ce n'est pas quelque chose de radical. Je pense que non, ce n'est pas la solution. Nous avons établi tout un bureau pour appuyer le vice-président. Nous avons 5 sièges au Sénat, donc de la faculté. Et voilà, nous avons une voix collective. Mais même si vous n'avez qu'une personne autochtone au sein de votre organisation, il faut écouter cette personne. Il ne faut pas traiter ces personnes comme le food service. Voilà. Ils vous racontent des vérités dont vous avez besoin d'entendre. Nous avons énormément de questions dans la fonction questions-réponses et je vais essayer d'en sélectionner quelques-unes. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, ce n'est pas une question, mais Carrie a Jessie, établir votre propre version de Mythbusters. Voilà, moi, je ferais ça volontiers. Voilà, c'est très sympa. Et donc, voilà, d'autres commentaires, voilà, quelle belle conversation. Donc, quand je réfléchissais sur le contenu de notre conversation d'aujourd'hui, c'était, voilà, land back. Voilà, donc c'était la restitution des terres, nos revendications. Et j'entends beaucoup de choses sur ce sujet. Je pense que voilà, cela est issu de la peur des Canadiens ont et on perpétue et on capitalise sur cette peur. Est-ce qu'on veut euh, partager est-ce que tu peux partager tes idées là-dessus? Oui, on me pose souvent cette question et si je puis me permettre, je vais vous raconter une histoire. Quand j'avais 10 ans, j'ai reçu pour mon anniversaire un vélo BMX.
C'est une vraie histoire. Vous pouvez demander à mon père. Donc voilà. C'était en 1984. Donc recevoir un vélo BMX en 1984, c'était vraiment la meilleure chose qui puisse arriver à quelqu'un, à qui que ce soit. Voilà, à quiconque. Donc voilà, je suis allée, j'ai pris le vélo pour faire mon premier trajet, voilà, et je suis partie dans mon quartier et il y avait un garçon qui m'a cogné, qui a pris mon vélo. Donc je suis rentrée, je l'ai raconté à mon père. Mon père, il est allé voir la famille. Donc, et les parents sont venus, sont arrivés à la porte. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont répondu? Mon père disait, dites-nous que vous excusez et puis on partira. Ou est-ce que mon père, il a dit, tout d'abord, restituez-nous le vélo, dites-nous combien vous êtes désolé et puis on partira. Moi, je pars souvent avec des enfants et tout de suite, les enfants savent qu'il n'y a qu'une réponse. Donc, mon père, qu'est-ce qu'il pouvait dire? Redonnez-nous le vélo, restituez-nous le vélo. Et ensuite, vous pouvez vous excuser. Voilà, pour moi, c'est vraiment une analogie à la restitution des terres. Donc, si nous pensons recevoir ou avoir un sentiment quelconque de justice issu de cette situation, non, je ne pense pas qu'il y ait un résultat, une fin d'histoire qui existe où le Canada peut voilà, maintenir le vélo, retenir le vélo. Parce que les gens de ma génération parlaient de réparation, voilà. Et aujourd'hui, les enfants, les jeunes l'appellent land back, donc restitution des terres. Et on a Orange Shirt Day et nous avons donc le Centre national pour la vérité et la réconciliation. Le Canada, voilà, a volé le vélo et par analogie, c'était ça, les pensionnats en fait. Les pensionnats, c'était mon vélo. Et que pourrait faire le Canada donc pour nous restituer le vélo? Voilà, ils auraient pu construire d'autres écoles. Ils pourraient nous redonner notre langage, notre culture. Au Canada, voilà, il y avait des programmes d'investissement du capital pour construire des routes, des hôpitaux, etc. Et je pense que voilà, ce serait un exemple très très simple. Je ne pense pas que voilà, il faut déplacer les personnes, non. Mais je pense que la relation en termes de partage de ces terres pourrait changer. Et en fin de compte, si on veut, voilà, et c'est là où ceci met à l'aise les hommes politiques, voilà, cela demandera un nouveau processus constitutionnel au Canada. Parce que quand le Canada a été fondé, les seules nations qui avaient l'autorité à octroyer la souveraineté du Canada n'ont pas été invitées. Parce que les seules nations qui pourraient octroyer la souveraineté au Canada étaient les Premières Nations. Je ne sais pas pourquoi cela s'avère si difficile. Voilà, voilà, je pense que voilà, si mes petits-enfants pouvaient parler couramment ma langue, ce serait un bel objectif pour le Canada, n'est-ce pas? Et je pense que c'est un objectif tout à fait réalisable. Voilà, le Canada investit des milliards pour nous retirer ces choses. Je pense qu'il pourrait réinvestir une certaine somme. J'adore cette réponse. Donc, je vais vous poser une autre question parce que j'ai
Sorry, we only have Je a few minutes left. This should have been entends like a une 3-day conversation, I think. minute, mais je pense que cela devrait être une discussion qui dure 3 jours. Alors, je vois dans le chat, pardon, dans la fonction questions-réponses, est-ce que la forme de documentation de l'histoire, donc orale ou écrit, est-ce que cela influence ce qui a été partagé au fil des générations? Et ou est-ce que c'est voilà, un mythe ou un stéréotype, un préjugé inconscient que les autochtones n'enregistraient pas leurs histoires par écrit? Je vais y répondre de plusieurs façons. Donc, cela dépend du moment de l'histoire canadienne que l'on souhaite aborder. La tradition orale est permise, donc au tribunal, par exemple, aujourd'hui, mais pas avant. Nous avions utilisé beaucoup de systèmes pour enregistrer nos histoires, des ceintures, voilà, tissées avec des matières, donc de différentes couleurs, donc avec des coquilles. Et donc les individus qui portaient ces ceintures, voilà, détenaient la mémoire de ce peuple, donc, et ils pouvaient mémoriser les accords qui étaient liés à ces ceintures. Et quand les communautés se réunissaient encore, ils lisaient, si vous voulez, ces ceintures. Aussi, on écrivait donc sur les écorces des arbres et on utilisait ça pour communiquer. Donc, la mâche-couille, on dessinait des cartes, voilà, souvent, voilà, ça, on le lit dans la littérature. Et on les dessinait selon, donc, les endroits reconnaissables, donc, du paysage. Voilà des différents repères historiques ou du paysage. Donc, nous avions beaucoup de moyens de communiquer nos histoires et nos informations. Et ceci dit, donc le corpus historique nous permet de lire entre les lignes, si vous voulez. Et je pense avoir partagé cet exemple avec vous déjà pour un de mes livres, donc un des livres que j'ai publiés. J'ai lu beaucoup donc de récits des missionnaires qui n'ont pas été très cléments ni gentils en décrivant des autochtones. Donc j'ai donc un diariste qui écrivait pratiquement tous les jours. Il vivait dans une communauté et la première fois qu'il a assisté à la cérémonie de midi, il s'est plaint en fait. Il disait voilà, on chante toute la nuit, je ne dors pas, il n'aimait pas la musique et il se plaignait incessamment. Donc, il envoyait ses rapports donc, à l'Église sur les convertis au christianisme, mais dans ses écrits personnels, voilà, quand il parlait à chaque fois dans son journal intime, il parlait de ces cérémonies et on comprenait tout de suite donc ses préjugés quand on lit le journal intime, la différence entre les récits. J'aime bien cet exemple car nous vivons dans un moment où voilà, les gens sont davantage sceptiques par rapport à la parole écrite. Seulement parce qu'on voit quelque chose sur Internet, cela ne veut pas dire que c'est la vérité. Mais si on sait
qu'il faut être critique par rapport aux informations que nous recevons, que nous lisons sur Internet. Voilà pourquoi ne pas le faire avec les écrits historiques. Donc j'ai tellement de questions. Comment avancer? Comment avoir ces conversations? Donc voilà, je vais vous laisser à chacun donc 1 minute. Donc comment entamer ces conversations avec ses collègues? Comment aborder ce problème de fragilité de l'homme blanche? Euh, Comment s'engager avec les autres et vraiment essayer de promouvoir nos idées. Oui, je vous encourage à apprendre de votre côté. Voilà, il faut en parler, voilà, chez soi, à son bureau, etc., etc. Déjà, je sais que ce sont des conversations difficiles, ce sont des sujets sombres. Donc, nos peuples autochtones ont vraiment abordé ces questions avec un peu d'humour, car c'est tellement difficile pour en pouvoir faire face. Si vous rencontrez des personnes qui vivent des moments de fragilité en apprenant certaines choses, voilà, on peut injecter un peu d'humour, mais on ne dit pas aujourd'hui que voilà, quiconque a fait quoi que ce soit. Non, c'est voilà, c'est juste on partage ces informations. Et ce serait bien ou cela aurait été bien d'avoir fait des choses différemment. Voilà. Et avec l'information qu'on a aujourd'hui, ce serait bien d'aller de l'avant de façon différente. Donc moi, j'ai un côté de ma famille qui n'est pas autochtone et l'autre côté qui est autochtone. Et voilà, quand on se réunit, voilà, on parle, on boit, on mange après le dîner, voilà, les gens commencent à dire des choses un peu n'importe quoi. Euh, Comment dire, vous avez des relations avec vos familiers, vous ne voulez pas les endommager. Votre cousin, par exemple, il a dit n'importe quoi, il commence à mal parler après le dîner. Vous pouvez dire à votre cousin, voilà, ben non, vous devriez être plus à l'aise avec ce genre d'histoire, ce genre de choses. Et moi, j'interviendrai. J'interviendrai. Et quand je me retrouve euh, entre hommes, par exemple, des hommes disent parfois des choses terribles concernant des femmes. Et moi, je trouve que c'est mon devoir de dire quelque chose. Non, c'est pas cool, il faut pas dire ça, il faut t'arrêter. Je pense qu'il faut, je reviens à l'humour, car voilà, on peut rigoler, on peut en rire. Même la semaine dernière, voilà, nous avons participé à un certain nombre de webinaires et nous en avons bien rigolé, mais et il faut, je trouve. Kerry, vous avez parlé de la fragilité. Et la fragilité est souvent une réaction euh, quand quelqu'un est sur la défensive. Quand on dit, voilà, oh, je suis désolé, et puis la discussion se recentre sur oh, combien ils sont désolés et qu'ils regrettent. Mais c'est comme ça que nous avons toujours fait les choses, ok. Mais ce sont deux façons de s'éloigner de l'idée de base que certaines choses ont eu des impacts néfastes sur des personnes. Vous pouvez dire, voilà, vous avez dit quelque chose qui m'a blessé. Si vous vous concentrez sur les intentions et pas sur les faits et l'impact sur d'autres personnes, c'est-à-dire les autochtones, voilà, si vous vous concentrez sur les intentions, vous ne faites pas le travail qu'il faut faire. Voilà. Je pense apprendre l'histoire avec un grand H
et appuyer les efforts donc de présenter cette histoire dans les écoles de vos enfants, par exemple. Appuyer les efforts de présenter les langues autochtones dans les écoles de vos enfants, par exemple, et appuyer le financement de ces efforts. Ce sont des choses importantes que vous pouvez faire. Voilà, je vous demande également de lire l'appel à l'action. Il faut lire donc ces appels d'action. Voilà, il faut voilà, lire la déclaration c'est des droits des autochtones des Nations Unies et l'appuyer. Il faut essayer, réfléchir sur le fait de comment ces articles ont un impact sur le travail que vous faites et les choix que vous prenez. Les choix que vous prenez. Donc voilà, c'est un bon point de départ, je pense. Je me sens très enrichie par cette conversation. Nous avons appris énormément de choses. Nous avons passé moins d'une heure ensemble. C'est vraiment que la pointe de l'iceberg. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier du fond du cœur. Donc, nous allons partager cette webinaire sur la page YouTube de la NCTR. N'hésitez pas à le partager. On vous souhaite donc de poursuivre cette conversation et donc nous avons fourni ici sur cette diapositive des questions pour discussion et commencez à vous poser ces questions, à poser ces questions aux autres, à entamer la discussion et à continuer à apprendre. Voilà, voici quelques ressources pour l'histoire du Canada, les peuples autochtones. Il y a quelques films. Nous avons également, nous avons établi un partenariat avec Meta au NCTR pour créer une expérience interactive. Donc là, vous allez apprendre beaucoup de choses sur les pensionnats, l'histoire du régime des pensionnats. Donc cette conversation va se poursuivre tout au long de la semaine. Donc je vous invite à nous joindre pour le jour 3, 4 et 5. Donc je vous remercie infiniment donc Kerry Miller et Jesse Wente. Donc nous essayons toujours d'avancer dans nos réflexions. Donc on vous invite à le faire. Merci.